Je pense profondément, et c'est peut-être pas aujourd'hui que je vais vous convaincre, ce sera sans doute le 11 décembre, mais que si ce grand marché transatlantique se réalise, une période historique qui aura commencé en 1789 va se terminer. Parce qu'en 1789, ce qu'on a arraché après des siècles de lutte, c'est tous les pouvoirs émanent du peuple. Avant, c'était de Dieu ou du roi. Si le grand marché transatlantique est adopté, ce sera remplacé par tous les pouvoirs émanent des firmes privées. Et vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure de l'explication. Et donc, il y a une dimension historique considérable. Et c'est pour ça que j'aime bien de rappeler 1789. Et si cet engin et celui qui est là-bas veulent bien enfin se reconnaître, je pourrais rappeler un certain nombre de dispositions qui se trouvaient dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et qui sont d'une extraordinaire actualité. Oui, je crois que ça va marcher. Ça va le faire. Ça se présente bien en tout cas. Je vous le signale, d'habitude c'est comme ça que ça commence. Donc, avec un tout petit peu de chance, on va y arriver. Au passage, je vous prie de m'excuser d'avoir pratiqué, c'est pas mon habitude, le quart d'heure catalan. Si, il neige là-haut. Ça y est? C'est bon? C'est pas bon. Ah là là. Faites ça vous-même, parce que moi je... Ah. Bon, pendant qu'il essaye, je vais m'emparer de ça. Voilà, ça va. Ça c'est parce que je suis arrivé en retard et qu'on n'a pas pu faire les tests avant. Sinon on n'aurait pas ce type de problème et c'est de ma faute et je le regrette. 1789, c'est une série de principes, comme par exemple l'article 24, et je rappelle qu'en vertu de la constitution de l'actuelle République, la déclaration de 1789 est toujours d'application. Il y est fait expressément référence dans le préambule de la Constitution de 1958. Eh bien, il y a un article qui dit que tout citoyen a le droit d'exercer un contrôle sur l'usage des finances publiques. Si vous vous souvenez que c'est ce gouvernement et cette majorité parlementaire qui ont adopté le pacte budgétaire, à cause duquel nous perdons à travers nos représentants ce pouvoir, vous voyez déjà un peu le chemin parcouru. Il y a eu un processus de progrès continu, avec certes des interruptions. La première, ce fut Thermidor, puis il y a eu Bonaparte, puis il y a eu la Restauration, puis il y a eu Napoléon le Petit, et puis il y a eu cette période où, lutte après lutte, ce qu'on ne rappelle pas souvent assez, et notamment aux jeunes, c'est que les conquêtes démocratiques et sociales, ça n'a pas été des cadeaux, ça a été arraché, mais il y a eu tout ce qu'on a obtenu dans la deuxième partie du 19e siècle, dans la première partie du 20e, et je rappelle le Front populaire, les congés payés, la semaine des 40 heures, les conventions collectives, et puis ce fameux programme du Conseil national de la résistance, les jours heureux, et tout ce qui fut réalisé à la libération, les ordonnances de 44, de 45, les lois de 46, et j'ajouterais même dans cet processus de progrès continu, 1980, la retraite à 60 ans, les nationalisations, et encore un certain nombre d'acquis. Et puis, j'aurais bien voulu vous montrer, mais je ne sais pas si je vais en avoir l'occasion, ces formidables 4 articles de 22 à 26
de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui proclame le droit au travail, le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à des conditions de vie respectueuses de la dignité humaine. C'était écrit, c'était voulu, c'était programmé. Mais il s'est trouvé, au même moment où, surtout après la libération, on construisait ce qu'on a coutume d'appeler parfois l'État social, il s'est trouvé un début de réaction. Il s'est trouvé des théoriciens, Friedrich Hayek, Milton Friedman, en France Maurice Allais ou Jacques Rueff, pour contester que l'État ait un rôle régulateur et redistributeur. Et ils l'ont fait à travers des groupes de pensée, des groupes d'études, des cercles comme la Société du Mont Pèlerin, le groupe de Bilderberg, la Tricontinentale, et Davos, ou le siècle, enfin des groupes comme ça où se retrouvent des hommes d'affaires, des banquiers, des journalistes, des militaires et des politiques. Et petit à petit, s'est construit ce que j'appellerais la réaction. Parce que la réaction, c'est l'opposition au progrès, contrairement à ce que pense M. Barroso. Mais peut-être besoin d'un dictionnaire. Entre autres. Cette réaction s'est trouvée constituée, institutionnalisée par la création d'institutions internationales comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. C'est lequel de PowerPoint? C'est celui-là. Celui-ci? Ouais. Et puis il y a eu aussi une tentative à l'occasion d'une conférence à la Havane de créer l'OIC, l'Organisation internationale du commerce. Mais il y avait dans le projet des dispositions qui s'occupaient du bien-être social, et donc le Congrès des États-Unis en général sur les tarifs douaniers et le commerce. Et puis on constituait aussi l'OCDE. L'OCDE, c'est le bureau d'études, si vous voulez, des pays industrialisés qui partagent la conviction que plus c'est privé, mieux c'est. Alors, je vais quand même pas me priver et vous priver du plaisir de vous montrer ce que je voulais vous montrer. Voilà ce que je voulais vous rappeler des articles intéressants de 1789. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. On est loin du compte, hein? La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. On est aussi loin du compte. Alors après ça, je vous ai rappelé quelques grandes conquêtes. Eh bien, les revoilà. Hein. On a peut-être oublié que la SNCF, ça date déjà de 1936. Je n'ai pas mentionné dans les ordonnances de 1944 les ordonnances sur la presse. Comme j'aurais pu rappeler qu'il y a une loi sur la presse d'après 81, tout ça c'était des conquêtes. Et puis voilà ces fameux articles, ces 4 articles qu'on devrait enseigner dans toutes les écoles, que tous les syndicalistes devraient porter comme une revendication prioritaire, ces 4 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont il faut bien dire qu'ils ont pris beaucoup de rides. Le droit au repos et au loisir. C'est sûr. En principe, ça devait engager tous les gouvernements de la planète. Et en plus, à cette époque-là, il n'y en avait pas beaucoup. On n'avait pas encore décolonisé. Et voilà, le dernier, c'est le droit à l'éducation. Alors, pour la réaction, eh bien, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. D'abord, un certain nombre de théoriciens,
qui d'ailleurs, je vous parlais de Milton Friedman et de Friedrich Hayek, ont eu l'occasion de mettre en pratique leur théorie. Notamment, après le 11 septembre 1973, à Santiago du Chili. Ce qui s'est passé, et là je raccroche avec ce que je venais de vous dire, c'est qu'en même temps que se développaient ces phénomènes, nous allions perdre la bataille des idées. Ça s'est passé en deux temps. Je vous disais un instant, dans les ordonnances de 1944, il y avait une ordonnance empêchant les concentrations des organes de presse pour les mettre à l'abri des groupes financiers. Eh bien, cette ordonnance n'a jamais été respectée, appliquée par les gouvernements successifs, et c'est ainsi qu'on a vu Hachette, M. Prouveau, le Paris Match de l'époque, ou le groupe R100 racheter peu à peu des titres et puis les enfermer beaucoup. Il y a eu une loi de 1984 voulue par Pierre Mauroy, mais qui, elle non plus, ne sera jamais appliquée. Des titres vont disparaître, l'un après l'autre. Je fais appel à vos souvenirs, vous devez certainement en avoir en mémoire. Et ceux qui survivent, comme d'ailleurs une grande partie de l'audiovisuel qui va exploser à partir des années 80, ben, vont passer sous le contrôle de banquiers, de marchands de canons, de marchands de béton, comme Rothschild, Lagardère, Dassault, ou d'autres hommes d'affaires comme Pierre Berger, ou l'actuel propriétaire de Free. Et puis, parallèlement, ou plutôt successivement, on va avoir aussi une série de gens, vous vous rappelez, on les appelait les nouveaux philosophes. Ils ont en commun de contester l'héritage des philosophes des Lumières. Et tous, à travers des essais qui ont eu tout de suite une grande publicité médiatique, vont s'employer à remodeler la pensée dominante. Ce que nous regardions avec compassion, c'est-à-dire les chômeurs, il faudra les regarder comme des fainéants. Ce que nous regardions comme des gens au service de la collectivité, c'est-à-dire les fonctionnaires, il faudra les regarder comme des planqués. Enfin bon, toute exigence de justice sociale, il y aura des livres savants pour démontrer que ça conduit au totalitarisme, que toute idée de gauche conduit inéluctablement au goulag, que tout message de solidarité est qualifié de ringard. Le rôle de l'État est discrédité, l'action syndicale est diabolisée, l'individualisme est magnifié, toute forme de résistance est considérée comme une forme de passéisme qui est très significatif du déclin dans lequel on se trouvait. Je vais reprendre seulement deux citations. Une citation tirée de l'organe de la deuxième gauche, le Nouvel Observateur, par quelqu'un qui a à peu près dit dans sa vie tout et son contraire, et qui l'a écrit avec autant d'assurance. Le totalitarisme eût été impossible sans l'avènement du peuple comme acteur principal de la politique. C'est Jacques Julliard. Et François Furet, qui a publié en 1989, au moment du bicentenaire de la Révolution, un livre sur le communisme, le passé d'une illusion, a dit, après avoir démontré que le communisme stalinien était l'héritage direct de 1789, que l'idée d'une autre société est presque impossible à penser aujourd'hui, que personne n'avance de tels projets, qu'on est condamné à vivre dans le monde tel qu'il est. À peu près au même moment, de l'autre côté de la Manche, Margaret Thatcher disait « Il n'y a pas d'alternative, c'est le même langage. Résignez-vous, bonnes gens, on est tous dans le même bateau et il faut accepter ce qui nous vient. » Le grand tournant, après cette bataille des idées, ce sont les années 80, avec Thatcher en Grande-Bretagne, avec Reagan aux États-Unis. Reagan qui dit, on parle déjà de crise parce que nous vivons dans un système qui ne vit que de crise. Dans la crise actuelle, l'État n'est pas la solution, c'est le problème. Et puis chez nous,
En France et en Europe, ben on va avoir en 1983 ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur. Il paraît qu'à l'époque on disait que ce n'était qu'une parenthèse, mais vous savez qu'elle n'est toujours pas refermée. Et qu'en fait, ben c'est le mariage, comme on le dit dans un petit bouquin que je suis en train de lire. 1983, c'est le mariage de Madame Lagauche avec Monsieur Le Marché. 1984, Jacques Delors, encore ministre des Finances, fait adopter la loi de déréglementation bancaire, c'est-à-dire une loi qu'on avait adoptée pour tirer les conséquences de la grande crise des années 30, une loi qui séparait les activités d'épargne et les activités de spéculation. Elle disparaît en 1984 et elle sera complétée par le successeur de Delors, qui devient président de la Commission européenne, par Pierre Bérégovoy, qui fait voter en 1986 une loi de déréglementation financière. Les conditions sont réunies pour qu'on commence la course infernale qui va se terminer par le fracas de la crise financière de 2008. 1986, Jacques Delors est donc le président de la Commission européenne et la première chose qu'il fait adopter par les 15 États membres de l'époque, c'est ce qu'on appelle l'acte unique européen. À l'Université populaire de Perpignan, l'an passé, j'ai expliqué tous les textes et toutes les évolutions, et j'ai montré que par rapport à ce qui avait précédé, eh bien, l'acte unique européen, c'est le point de départ de la dérive néolibérale. C'est à partir de ce moment-là qu'on abandonne l'exigence d'harmonisation, qui aurait pu être fiscale et sociale, pour d'autres techniques, comme la reconnaissance mutuelle, qui va permettre la concurrence de tous contre tous, le système notamment mis en œuvre par une directive qui a eu son moment de célébrité, qui portait le nom du commissaire européen Bolkestein. Maastricht, ce n'est pas seulement la Banque Centrale Européenne et l'euro. Maastricht, c'est la réaffirmation dans toute une série d'articles de la libre circulation des capitaux. C'est l'accélération du libéralisme financier. Et puis, toujours en 1986, eh bien, commence une négociation extrêmement importante. C'est la renégociation de l'accord général sur les tarifs et le commerce, sur lequel je vais dire un mot maintenant. Mais il faut savoir qu'en vertu, déjà à l'époque, des traités européens, les gouvernements donnent un feu vert à la Commission, et c'est sur proposition de la Commission, et puis c'est la Commission qui négocie, en notre nom. Donc, en 1986, Jacques Delors donne comme recommandation aux 15 gouvernements, il faut renégocier le GATT. Alors le GATT, c'est quoi? Eh bien, le GATT, c'est un accord qui a été passé par 23 pays. Vous savez, ces pays qui n'avaient pas envie qu'on fasse une organisation internationale du commerce qui soumette le commerce à d'autres exigences sociales, de niveau de vie, etc. Ces 23 pays signent en 1948 un accord qui a pour objectif de diminuer le protectionnisme et de favoriser le libre-échange en réduisant les tarifs douaniers, en adoptant des règles communes, en passant des accords commerciaux volontaires, donc pas obligatoires. Comment vont-ils fonctionner? À travers des cycles de négociation. Alors peut-être certains se souviennent, sans doute pas de ceux des 4 cycles de 49 à 61, mais en 64, un an après sa mort, commence le Kennedy Round, puisque le président Kennedy l'avait proposé. Et là, il y a 62 pays qui se joignent à la négociation pour non seulement encore abaisser les droits de douane, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais aussi adopter, et c'est la première fois, des mesures anti-dumping. Donc on sort du cadre strict des droits de douane. Et puis, avant-dernier cycle, avant celui dont je vais vous parler, de 73 à 79, à Tokyo, là on est avec 102 pays qui adoptent encore une fois des réductions des droits de douane, mais aussi, pour la première fois, essayent d'aller plus loin, avec un accord entre les pays industrialisés sur le marché
de la viande bovine, et commence la grande histoire entre les États-Unis et l'Union européenne, enfin ce qu'on appelait les communautés européennes, sur le bœuf traité aux hormones de croissance, dont les Américains trouvent que c'est excellent pour la santé. Un accord aussi sur les produits laitiers, les avions, les obstacles techniques au commerce, les subventions et les procédures en matière d'importation. Il y a un dogme à la base de tout ça, un postulat si vous voulez, c'est que le libre-échange et la loi du marché, c'est bon pour la croissance, c'est bon pour l'emploi et donc c'est bon pour le bien-être de tout le monde. Ça c'est le dogme, ça c'est la religion qui s'impose à nous de manière absolue, c'est celle qui inspire chacun des 28 gouvernements d'aujourd'hui de l'Union européenne et la Commission européenne et toutes les institutions européennes, à quelques exceptions individuelles près, bien sûr, mais c'est le dogme. Un dogme qu'il faut à coup de matraquage, de mise en condition, de chiffres tronqués, tout le temps conforté, parce que la réalité, et on le voit un peu plus maintenant, est sensiblement différente. Bon, les négociations, la renégociation du GATT commence en 86, je vais y revenir, mais il y a dans le cadre de ce dogme, à Washington, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international adoptent 10 points. Et vous allez voir comme c'est encore tellement présent. C'est ce qu'on appelle le consensus de Washington. Qu'est-ce que ça dit? Il faut une stricte discipline budgétaire. Donc les déficits, c'est mauvais. Il faut réorienter les dépenses publiques. Il faut une réforme fiscale. Il faut libéraliser les taux d'intérêt. Il faut qu'il y ait un taux de change unique. Il faut libéraliser le commerce extérieur. Il faut éliminer les barrières aux investissements directs qui viennent de l'étranger. Il faut privatiser les monopoles, les participations d'État ou les entreprises d'État. Il faut déréglementer les marchés. Il faut protéger la propriété privée et en particulier la propriété intellectuelle. Ben ça, c'est le programme des négociations qui vont conduire à la création de l'Organisation mondiale du commerce. Mais c'est aussi, d'une certaine manière, le programme des négociations du grand marché transatlantique. Alors donc, je le disais, 1986 commencent les négociations pour revoir le GATT. Ça se passe à Punta del Este, en Uruguay, le 20 septembre 1986. 123 pays, dont les nôtres, décident d'un nouveau cycle de négociation avec une ambition très large. Non seulement il va falloir encore baisser les droits de douane, il va falloir éliminer les obstacles non tarifaires, et sur ce vocabulaire un peu particulier, je vais revenir dans un instant. Il va falloir libéraliser l'accès aux ressources naturelles et renforcer les droits de propriété intellectuelle, mettre en place un nouveau mécanisme des différends et créer une organisation internationale chargée de la gestion de tout ça. Les négociations vont durer 8 ans. Pendant ces négociations, pour ce qui nous concerne, ce sont les gouvernements Chirac, Rocard, Cresson, Bérégovoy et Balladur qui négocient. Donc ça, c'est les responsables de ce que je vais vous expliquer maintenant. Le 15 avril 1994, à Marrakech, 123 pays, plus, comme tel, l'Union européenne, qu'on appelle encore les communautés européennes, signent les accords. C'est 22 500 pages. En décembre de cette année-là, nos députés, à l'Assemblée nationale, vont voter sur une feuille qui dit « L'Assemblée nationale ratifie les accords signés à Marrakech le 15 avril 1994. » Point. Les 22 500 pages ne sont pas annexées. On ne vote que sur une feuille unique. Et nos députés, et puis nos sénateurs, sont censés connaître les accords de Marrakech. Les voilà. Enfin voilà, ça c'est la table des matières. Donc, il y a un accord qui crée l'Organisation mondiale du commerce.
il y a 3 accords importants. Un, celui qui reprend les accords du GATT, et c'est ça qui fait 22 000 pages. Il y a un accord sur le commerce des services, l'AGCS, l'accord général sur le commerce des services. Il y a un accord sur les droits de propriété intellectuelle. Il y a un mémorandum qui crée un organe de règlement des différends. Je vais y revenir, je vais expliquer tout ça. Il y a un mécanisme d'examen des politiques commerciales des États membres. Et il y a des accords commerciaux, un sur les aéronefs civils, c'est la libéralisation de l'air, et un sur l'accès au marché public. Donc l'OMC aujourd'hui, elle gère ces 4 grandes matières-là: l'accès au marché, les services, les droits de propriété intellectuelle et un organe de règlement des différends. Un petit mot, quelle est la différence avec le GATT, qui ne soulevait pas beaucoup de contestations jusque-là? Eh bien, avec le GATT, les États qui souscrivaient aux accords du GATT le faisaient volontairement, au cas par cas, et il n'y avait pas de processus de ratification. Avec l'OMC, ce sont des États membres qui se sont engagés et donc qui ont ratifié. Le GATT, c'était une toute petite institution, un simple petit secrétariat. L'OMC, c'est une organisation internationale. Les règles du GATT étaient volontaires, celles de l'OMC sont contraignantes. Les règles du GATT étaient provisoires, celles de l'OMC sont permanentes. Les règles du GATT concernaient uniquement le commerce des marchandises. Eh bien, on vient de le voir avec l'OMC, ce n'est pas seulement le commerce des marchandises, ce sont les services, les droits de propriété intellectuelle, et puis entre guillemets, parce que ça n'a rien à voir avec un tribunal, mais enfin, le tribunal du GATT était peu effectif, peu efficace. Celui de l'OMC est rapide et contraignant. En fait, le 15 avril 1994, et en décembre, avec la ratification de la France, on a mis en place l'organisation la plus puissante du monde. Pourquoi? Mais, premièrement, chaque fois qu'un accord est activé, parce que les accords de l'OMC impliquent que chaque État dise « je m'engage à appliquer telle partie de l'accord ». Et on appelle ça un engagement. Chaque fois qu'un État dit, par exemple, « je soumets l'enseignement professionnel à l'accord général sur le commerce des services », à partir de ce moment-là, l'accord devient obligatoire. Le champ des matières, droits de propriété intellectuelle, services, marchandises, couverts par l'OMC est tellement vaste qu'on peut dire que l'ensemble des accords touche des domaines, tous les domaines de notre vie quotidienne. 3. L'OMC est la seule institution internationale qui a la capacité de sanctionner les États quand ils ne respectent pas les règles, à travers l'organe de règlement des différends, ORD. 4. Elle est la seule à pouvoir le faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il existe une grande et vénérable institution qui s'appelle l'Organisation internationale du travail, qui a son bureau à Genève, où ont été adoptées les conventions sociales de base, d'ailleurs dans un dialogue intéressant, puisque c'est État, patron, syndicat. Mais quand un pays ne respecte pas les conventions sociales de base de l'OIT, ben, il ne se passe rien. Parce qu'il n'y a pas un organe juridictionnel pour punir le pays qui ne les respecte pas. Ce qui veut donc dire que s'il y a une organisation qui a le pouvoir de faire respecter ces règles, en l'occurrence l'OMC, ce sont ces règles qui vont s'imposer à toutes les autres. Et c'est bien cela qui se passe. Et donc là j'ai énuméré, pour être honnête et complet et précis, il y a une autre organisation qui a un pouvoir extraordinaire, c'est le Conseil de sécurité, quand il se met d'accord et qu'il invoque le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui concerne les sanctions. Mais en dehors de ça, et heureusement ça n'arrive pas souvent, eh bien, il n'y a que l'OMC qui a ce pouvoir. L'OIT ne l'a pas. La Déclaration universelle des droits de l'homme, il n'y a pas un organisme chargé de veiller à son respect.
les règles de l'Organisation mondiale de la santé, je vais le dire comme ça, les multinationales pharmaceutiques s'en balancent, et de même que la convention de l'UNESCO sur le respect de la diversité culturelle, ben, il n'y a pas d'instrument. Si vous voulez, c'est comme toujours. Hein. S'il n'y a pas le gendarme pour faire respecter les règles n'ont pas de poids. N'ont du poids que les règles pour lesquelles il y a un gendarme pour les faire respecter. Et le seul gendarme, ben, c'est l'OMC. Donc ce sont les règles de l'OMC qui s'imposent, et elles s'imposent à un point qu'on n'imagine pas. Elles s'imposent dans l'ordre interne de chacun de nos États. Les règles de l'OMC sont directement applicables à chacune et à chacun d'entre vous. Et on a donné donc à cette institution une puissance telle que ça me permet de dire qu'elle est la plus importante organisation, la plus puissante organisation du monde. Et tout ça s'est passé comme ça. Les négociations ont eu lieu sans la moindre transparence. Je me souviens encore qu'il fut un temps où le gouvernement français, c'était sous Michel Rocard, disait « Tout se passe bien, ne vous en faites pas ». C'est toujours le même refrain, « Dormez en paix, bonnes gens ». Il n'y a pas eu un grand débat à l'Assemblée nationale en décembre 1994. Ça a duré, à tout casser, 1 jour et demi. Pour adopter ça. Pour adopter ça. Moi, je me posais encore la question dans la voiture, mais comment en est-on arrivé à ce qu'on connaît avec l'Union européenne? Comment en est-on arrivé avec ça? Mais c'est que manifestement, la démocratie, ce n'est pas le premier souci de ceux qui nous dirigent, quels qu'ils soient. Parce que sinon, ils n'accepteraient pas ça. Alors, maintenant, jusque-là, c'était pas trop difficile, je pense. Ça commence. Sortez vos tubes d'aspirine. Parce que je dois vous parler de choses qui sont techniques, mais qu'il est extrêmement important de connaître pour que le 11 décembre, quand je vous parlerai du grand marché transatlantique, vous en compreniez la portée. D'abord, quels sont les principes généraux qui dirigent un accord de libre-échange? Puisque le GMT, c'est ça, pas seulement ça, mais ça aussi, et que les règles pour les accords de libre-échange sont fixées par l'OMC. C'est deux choses. Abaisser les barrières tarifaires. Les barrières tarifaires, c'est quoi? Ce sont les droits de douane, des taxes et des quotas. Vous savez, on limite par exemple les quantités de blé que nous importons. Il y a des quotas qui sont fixés. Il y a des quotas sur le lait, sur les produits laitiers dérivés du lait. Il y a des quotas sur le riz. Par exemple, des gros pays producteurs de riz, mais qui ne sont pas dans la catégorie des pays les plus pauvres, ne peuvent pas exporter leur riz vers l'Union européenne, ou seulement un quota de riz. C'est le cas par exemple pour le riz basmati de la Thaïlande. Ça, ce sont les barrières tarifaires. En fait, c'est de ça dont s'occupait essentiellement le GATT, et dont s'occupe encore aujourd'hui l'OMC, puisque, comme vous l'avez vu, elle a repris les accords du GATT. Autre chose sont les barrières non tarifaires. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, les barrières non tarifaires, c'est la Constitution de la République, ce sont les lois de la République, ce sont les décrets de la République, ce sont les règlements de la République, mais ce sont aussi les normes qu'on peut adopter au niveau de la région, au niveau du département ou au niveau d'une municipalité. Et l'objectif d'un accord de libre-échange, c'est de revoir à la baisse, voire de supprimer ces dispositions, et donc des normes sociales, sanitaires, phytosanitaires, vétérinaires si vous préférez, environnementales ou techniques, qui sont jugées par les entreprises étrangères, quand il y a une négociation entre deux pays, comme des mesures qui visent à protéger le marché intérieur contre la concurrence extérieure. L'objectif d'un accord de libre-échange, c'est de s'aligner sur la norme la plus basse. Alors retenez bien ça pour le 11 décembre, parce que entre l'Union européenne
et les États-Unis, les normes alimentaires, sanitaires, sociales, financières sont moins protectrices et plus faibles aux USA qu'en Europe. Si la logique d'un accord de libre-échange c'est de s'aligner sur ce qui est le plus faible, le moins protecteur, vous voyez où on va. Bon, ça c'était pour le jargon barrière tarifaire, barrière non tarifaire. La leçon continue, je dois vous parler de deux principes cardinaux de l'OMC. Le principe de la nation la plus favorisée. Alors le principe de la nation la plus favorisée, c'est au nom de la lutte contre la discrimination. C'est beau de lutter contre les discriminations. Il faut toujours faire attention au vocabulaire. Hein. Parce que le grand marché transatlantique, ça ne s'appelle pas comme ça s'appelle partenariat. C'est sympa le partenariat. La lutte contre la discrimination, c'est sympa. Alors ici, de quoi s'agit-il? Eh bien, si par exemple, je vais prendre un exemple très précis, même si j'en ai mis un autre là. Hein, mais si... allez, au nom... J'invente, mais bon. Au nom de la francophonie, la France applique un tarif plus faible sur les bouquins édités au Québec. Parce que c'est francophone. Eh bien, le principe de la nation la plus favorisée ne lui permet pas de faire ça. Parce que la nation la plus favorisée, à ce moment-là, c'est le Québec. Enfin, ce sont les éditeurs et les imprimeurs du Québec. Eh bien, en vertu de ce principe, ce que la France applique dans l'exemple que je vous donne aux éditeurs du Québec, elle doit l'accorder à tous les éditeurs de tous les pays 123 de l'OMC. À partir de ce moment-là, elle supprime l'avantage, parce qu'elle ne peut pas le faire. Parce qu'elle ne peut pas. Sinon, ça affecte considérablement ses moyens. Ça, c'est le traitement de la nation la plus favorisée. Donc, traiter tous les fournisseurs de biens, de services, de capitaux étrangers de la même manière que celui qu'on traite le mieux. Deuxième principe, qui est, comme diraient les gosses, plus pire. C'est le traitement national. Alors le traitement national, c'est d'accorder aux étrangers ce qu'on accorde aux siens. Les produits et les services qui sont importés et les produits et les services locaux doivent être traités de la même manière, à partir du moment où on s'y est engagé, service par service, produit par produit. Rappelez-vous tout à l'heure ce que je disais à propos de l'engagement. Et c'est la même chose pour les droits d'auteur, c'est la même chose pour les brevets, c'est la même chose pour les marques de commerce. Réfléchissons un instant à ce que ça veut dire. Si on subventionne... Bon, la République finance l'école publique, directement ou indirectement à travers les collectivités territoriales. Si la France décide d'engager l'enseignement, globalement, dans l'application de la GCS, la France devra traiter des fournisseurs privés d'enseignement de la même manière qu'elle traite ses propres services d'enseignement. Alors vous me direz, tous les cadeaux qu'on a fait à l'école privée en France ne nous mettent pas loin de ce système, mais enfin on l'a décidé, on peut le contester, et jusqu'à présent, les finances publiques semblent le permettre. Mais si des fournisseurs d'enseignement privés, étrangers, viennent demander d'être traités de la même manière que l'État français traite son enseignement, la France ne pourra pas. Aucun pays pourra. Parfois, je prends l'exemple, imaginez qu'au lieu de dire tout l'enseignement, la France dise, et encore, ce ne sera pas la France, ce sera au nom de la France, l'Union européenne, l'enseignement supérieur tombe dans l'application du traitement national. Si l'université de Californie, ou
Princeton, Harvard, ce que vous voulez. Dans ce cas-là, demande à ouvrir une section à Paris ou à Perpignan, eh bien la France sera obligée de traiter la section de l'université de Harvard à Perpignan de la même manière qu'elle traite l'université de Perpignan. Mais c'est un cas. Mais si le principe est adopté, il n'y aura pas que l'université d'Harvard. Moi, je connais déjà ça dans des pays du Sud. Hein. Et les pays du Sud, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils sont déjà comme ça, eh bien, ils privatisent leurs universités publiques. Parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Et c'est ce qui se passera chez nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on applique le traitement... J'ai eu de grosses discussions avec des syndicalistes là-dessus, qui me disaient, mais libéraliser ne veut pas dire privatiser. C'est vrai. Regardez, on a libéralisé EDF, puisqu'on a fait entrer du capital privé. Et qu'EDF garde un statut public, même si maintenant il fonctionne avec une logique privée. On s'en rend compte tous les jours. C'est pas privatisé. Mais si l'Union européenne, en notre nom, décide que la distribution de l'électricité tombe dans l'application du traitement national, on ne pourra pas. Et donc on privatisera. Le traitement national, c'est la machine infernale pour mettre fin définitivement à toute forme d'entreprise publique et de service public. Voilà, ça c'était donc traitement de la nation la plus favorisée, traitement national. N'oubliez pas cela, parce que c'est dans le grand marché transatlantique, avec une force contraignante. Donc les si que je viens d'utiliser n'existeront plus. Encore un tout petit effort de pédagogie ou d'étude, c'est qu'à l'OMC, il y a un vocabulaire qui n'est pas le même que chez nous. Les mots ne veulent pas dire la même chose chez eux que chez nous. Et donc dans le langage du grand marché transatlantique, c'est ce vocabulaire-là. Quand on vous dit des règles, ben, ce n'est pas des règles au sens où nous l'entendons, des choses qui encadrent, qui réglementent. Non, c'est des dispositions qui visent à supprimer les règles. Parce qu'elles sont considérées comme des obstacles inutiles, c'est dans les textes, hein, à la concurrence. Des disciplines, mais ce n'est pas être obéissant, discipliné, respectueux. Non, 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 non. Ce sont des listes de dispositions, de normes, nationales ou locales, qui sont considérées comme des obstacles au commerce, notamment des services, ou bien des investissements, ou bien pour les marchés publics, parce qu'elles sont considérées comme plus rigoureuses que nécessaires. On a déjà quelques exemples. Les Américains n'ont pas cessé de considérer que notre opposition au bœuf élevé aux hormones de croissance, aux OGM, c'est plus rigoureux que nécessaire. C'est ce qu'ils invoquent. Alors, ils ne l'invoquent pas encore dans le cadre du grand marché transatlantique, ils l'invoquent devant l'OMC. Et devant l'OMC, par exemple, et je vous montrerai tout à l'heure comment ça marche, le lobby patronal canadien de la production d'amiante. Vous savez que le Canada est le premier producteur d'amiante au monde. Quand la France a constaté les sévices de l'amiante pour la santé des gens, et qu'elle a interdit l'amiante, et donc l'importation de l'amiante, le Canada, au nom des patrons de l'amiante canadien, a déposé plainte contre la France à l'OMC. Parce que c'était jugé plus rigoureux que nécessaire. Alors, ce procès-là, nous l'avons gagné, mais pas parce que à l'OMC, on a estimé que c'était juste, que la santé devait passer avant la concurrence. Non, parce qu'il y a eu une erreur de procédure. Par contre, le procès que les États-Unis nous ont fait pour le bœuf aux hormones, nous l'avons perdu. Parce qu'à l'OMC, les considérations de santé publique, d'environnement, de qualité de la vie, de protection sociale, passent largement après la lutte contre les discriminations à la concurrence. Voilà. Et puis la transparence. C'est aussi dans le vocabulaire de l'OMC quelque chose qu'il faut entendre un peu différemment que nous avons l'habitude de l'entendre.
Nous, la transparence, enfin, je veux dire, la maison de verre, on sait tout, on connaît tout. Alors c'est ça aussi, il faut donc faire connaître au secteur privé les lois et les règlements qui existent, tout à fait normal, mais aussi celles qu'on va préparer. Donc ça veut dire qu'il faut se soumettre, il faut que le régulateur, qui est le législateur, le conseiller régional, le conseiller général, le conseiller municipal, puisqu'on produit des normes à tous les niveaux, eh bien, dans le cadre des accords de l'OMC et sur les matières qui concernent l'OMC, si ce régulateur veut prendre une disposition en ces matières, encore une fois qu'on s'est engagé à y appliquer les règles de l'OMC, il faut soumettre avant d'adopter. Ou que reste-t-il de notre souveraineté? Bon, maintenant je vais passer un tout petit peu plus vite en revue les 3 grandes matières de l'OMC. D'abord, ce qu'on appelle l'accès au marché. Il y a donc le GATT tel qu'il était au moment où il disparaît, en 1994, pour s'intégrer dans l'OMC. C'est des accords sur les barrières tarifaires. Et puis il y a une série d'accords annexes. Il y a un accord sur l'agriculture, au terme duquel il ne devrait plus y avoir de barrières à l'entrée dans aucun pays. Il ne devrait plus y avoir de réglementation limitant les quantités qu'on peut exporter ou importer. On est loin du compte. Il y a une réglementation déjà sur les mesures sanitaires et phytosanitaires qui concernent les produits agricoles, c'est-à-dire aussi les produits alimentaires. C'est la même chose, ne l'oublions pas. Et là, moi, dans ma candeur naïve, quand j'ai découvert ça il y a maintenant déjà 15 ans, je me disais, ça c'est pour nous protéger. Des mesures sanitaires et phytosanitaires, c'est plutôt sympa. Quand on regarde le titre, ben non, c'est des disciplines. C'est des listes de mesures prises dans certains pays, et surtout chez nous plutôt qu'ailleurs, pour protéger notre santé, pour protéger la santé des animaux qu'on élève, et qui sont considérées comme plus rigoureuses que nécessaires. Et donc, l'ensemble des mesures sur les réglementations sanitaires et phytosanitaires, c'est comment démanteler ce qui existe. Sur les textiles et sur le vêtement, ben c'est l'organisation de la concurrence libre et non faussée qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes inondés de produits textiles fabriqués dans des conditions sociales, humaines, scandaleuses, comme on a encore vu au Bangladesh à l'occasion d'une catastrophe. Il y a un accord sur les obstacles techniques au commerce parce que les lobbies qui sont derrière tout ça considèrent que s'il faut mettre trop de précision sur les étiquettes, c'est plus rigoureux qu'il n'est nécessaire. S'il faut imposer des normes pour la production de tel aliment, de tel médicament ou d'une bagnole, faut quand même pas exagérer, quoi. Hein? Bon, ben voilà, ça c'est un accord sur les obstacles techniques au commerce. Il y a un accord sur les investissements. Monsieur Dunkel, qui est encore un grand bienfaiteur de l'humanité, comme vous l'imaginez, qui était à un moment le patron d'American Express, disait, pour nous investir, c'est investir ce qu'on veut, où on veut, comme on veut, quand on veut, et rapatrier notre investissement quand il nous plaît. Point barre. Et surtout, ne pas être embarrassé par des législations locales qui nous obligeraient d'investir là plutôt que là, qui nous obligeraient de réinvestir 10% ou 15% de notre bénéfice net dans le pays. Non, surtout pas tout ça. D'ailleurs, pour leur faire plaisir, dans un certain nombre de pays du Sud, on a créé des zones franches qui sont de véritables zones de non-droit où nos grands patrons délocalisent. Il y a un accord sur les investissements pour leur donner raison. Les mesures anti-dumping, je ne sais pas très bien à quoi ça sert, puisque si aujourd'hui, ici, en Europe, nos entreprises font face à
une concurrence déloyale parce que ailleurs, pour produire la même chose, on ne pratique pas les mêmes horaires de travail, les mêmes normes sociales, les mêmes salaires, et qu'on est confronté, nous, à un véritable dumping fiscal, social, environnemental. Apparemment, cet accord, il ne sert pas à grand-chose, sauf à protéger ceux qui pratiquent ce dumping. Les règles d'origine, ça, je pourrais vous en parler pendant toute une soirée parce que ça fait ma délectation quand je parle du vin et que j'adore le vin. C'est ce que les États-Unis veulent supprimer. Encore une fois, hein, vous voyez là, les règles d'origine, c'est supprimer. Supprimer l'AOC, les appellations d'origine contrôlée. C'est supprimer ce qui donne une spécificité à un produit, et en l'occurrence un breuvage merveilleux comme le vin, pour pouvoir vendre n'importe quel liquide et l'appeler vin. C'est ça, les règles d'origine. Alors sur les subventions, ben oui, il y a des pays, il y a longtemps que ça ne se fait plus en France, mais enfin, il y a encore des pays qui ont une politique industrielle et qui subventionnent certains types d'activités, qui subventionnent des entreprises privées qui sont performantes en matière de nouvelles technologies. Mais ça fait de la concurrence déloyale. La concurrence est faussée. Donc il y a des règles. Et puis sur les sauvegardes, alors qu'est-ce qu'on appelle les sauvegardes? Eh bien, par exemple, on a des mesures de sauvegarde qui sont en vigueur pour le moment en Europe pour limiter les importations massives de blé et de soja, puisque nous sommes nous-mêmes producteurs de blé et de soja. Voilà, ça c'est les têtes de chapitre, parce que ça fait des pages et des pages et des pages, hein, de cette première partie de l'accord de l'OMC qui s'appelle l'accès au marché. Maintenant, autre chose, les accords sur les droits de propriété intellectuelle en rapport avec le commerce. APIC. Qu'est-ce que c'est les droits de propriété intellectuelle? Ben, en gros, et pour faire court, ce sont les brevets et le copyright. Le copyright, qui est un mot anglais, mais trouve son origine chez nous, en France, par le sieur Beaumarchais, puisque c'est Beaumarchais qui a inventé le droit d'auteur. J'ai rien à dire là-dessus. Par contre, j'ai beaucoup à dire, et nous avons beaucoup à dire, sur les brevets. Parce que le brevet, c'était pas d'abord une tradition de l'histoire de l'humanité. On a vécu des siècles, non pas sous l'égide du principe du brevet, mais sous l'égide du principe d'imitation. Les savoirs se sont partagés par imitation. Que n'avons-nous appris des Chinois et des Arabes à un certain moment de l'histoire de l'humanité? Et réciproquement. Et aux États-Unis, qui ont pratiquement tout copié en Europe jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas les brevets. Mais c'est à partir de la Deuxième Guerre mondiale que... Et encore, moi je me souviens quand j'avais 20 ans, et qu'on avait une grande attention pour le Sud, on parlait de transfert de technologie. Transférer les savoirs vers les pays qui venaient d'accéder à l'indépendance pour qu'ils puissent nous rattraper. Maintenant, non. Il faut des brevets. Il faut des brevets, et donc on met des brevets sur tout. Mais c'est profondément inégal, parce que 95% des brevets appartiennent aux pays occidentaux, aux pays du Nord, et qu'ils s'imposent à tous. Alors, il y a un organe de l'ONU qui s'appelle le Conseil économique et social, qui a sorti un texte dans sa commission, sous-commission des droits de l'homme, qui dit ça. Étant donné que l'application sur les brevets, hein, sur les droits de propriété intellectuelle, ne rend pas compte, comme il convient, de la nature fondamentale et de l'indivisibilité de tous les droits de l'homme, notamment le droit de chacun à jouir des bienfaits des progrès scientifiques et de leur application, le droit à la santé, à la nourriture, à l'autodétermination, il y a des conflits entre le régime relatif aux droits de propriété intellectuelle, contenu dans l'accord, et le droit international relatif aux droits de l'homme. Rappelez-vous les 4 articles de tout à l'heure de la Déclaration universelle. C'est pas moi qui le dis, c'est une institution de l'ONU. Il y a 2 grandes conséquences des droits de propriété intellectuelle. D'abord sur la chaîne alimentaire. Parce que grâce ou à cause
des brevets, eh bien l'agrobusiness essaye de capter, donc de privatiser la chaîne alimentaire de la semence à l'assiette. Tout est marchandisé, tout est privatisé. Sans les droits de propriété intellectuelle, l'agrobusiness n'aurait aucun intérêt à mettre au point des semences qui sont liées, par exemple, à un herbicide, qui sont génétiquement modifiées, et des semences qui ne se reproduisent qu'une fois. Je ne sais pas si vous savez, la première fois que Monsanto a mis au point une semence qui s'auto-détruit après s'être reproduit, ils avaient trouvé ça génial d'appeler Terminator. Alors ça a choqué évidemment, hein, surtout que sortait à peu près au même moment le film avec Schwarzenegger, qui n'est pas le personnage le plus sympathique que le cinéma américain ait produit, et à grand fracas de communication, Monsanto a essayé de faire croire qu'ils avaient supprimé la semence Terminator. C'est pas vrai, ils ont supprimé le nom. Mais la semence qui ne se reproduit qu'une fois est aujourd'hui largement commercialisée aux États-Unis en particulier, et Monsanto introduit des plaintes contre des paysans qui ne l'utilisent pas après l'avoir utilisé une première fois. Il y a des procès en cours pour le moment. Tous ceux qui pensent que la réponse à la manière dont fonctionne l'agriculture au plan mondial aujourd'hui, c'est la souveraineté alimentaire, les accords sur les droits de propriété intellectuelle abolissent toute espèce de perspective de souveraineté alimentaire. Il y a une deuxième conséquence, c'est pour les médicaments. Vous savez que dans ce monde-là, qui est malheureusement celui qui s'impose à nous, le médicament c'est une marchandise, c'est un produit commercial destiné à ce qu'ils appellent les industries de la santé. D'ailleurs, je vous montrerai le 11 décembre le texte du mandat du grand marché transatlantique où on parle expressément d'industrie de la santé. Eh bien, depuis que donc l'accord sur l'APIC est entré en vigueur le 1er janvier 1995, qu'est-ce qu'on a vu? Une augmentation substantielle des prix des médicaments sur les marchés mondiaux. Les entreprises pharmaceutiques répondent oui, mais on en a besoin pour la recherche. C'est indispensable, parce que vous savez que de tous les secteurs de la production, c'est l'industrie pharmaceutique qui fait les plus gros bénéfices, même plus que les pétroliers. Et ils disent, mais on en a besoin pour la recherche. Alors, moi j'ai participé à une étude, ça nous a pris des années, qui a pris les budgets recherche des 10 plus grandes multinationales pharmaceutiques du monde. La première, si vous ne le savez pas, c'est Pfizer. La deuxième, c'est GlaxoSmithKline. La première est américaine, la deuxième britannique. Et nous avons épluché tous ces budgets. Pour les 3 grandes pandémies, le sida, le paludisme et la tuberculose, qui tuent le plus de gens aujourd'hui dans le monde, les budgets des 10 plus importantes firmes pharmaceutiques du monde pour ces 3 pandémies ne dépassent pas 4,3% de leur budget recherche. Ça ne rapporte pas de vendre à des pays qui sont trop pauvres pour acheter. Donc on ne fait pas la recherche. Par contre, pour l'anecdote, c'est pas marqué là parce que ça prenait trop de place. La moyenne générale des budgets recherche de ces 10 multinationales pharmaceutiques pour les cosmétiques est de 34%. Ça pose un gros problème. Ça pose un gros problème pour la santé et pour l'accès aux médicaments essentiels. Et je vais vous donner un exemple concret qui engage notre responsabilité. En notre nom, avec l'accord de nos gouvernements, l'Union européenne négocie un accord de libre-échange avec l'Inde, pour le moment. Il y a quelques mois, j'étais au Cambodge et je rendais visite à l'ambassadeur de l'Union européenne au moment où sortait une délégation. Et comme c'est plutôt un type sympa, il m'a expliqué ce qu'était venue faire cette délégation.
Cette délégation était composée d'ONG cambodgiennes et internationales, dont Médecins sans frontières et Médecins du monde, qui étaient venus de remettre une lettre pour l'Union européenne. Que demandait cette lettre? Que l'Union européenne arrête d'exiger de l'Inde qu'elle cesse d'exporter ses médicaments génériques. L'Inde est, avec l'Afrique du Sud et le Kenya, un des rares pays du Sud à produire des médicaments génériques. Les multinationales pharmaceutiques européennes considèrent qu'il s'agit là d'une concurrence déloyale et font des pressions sur l'Union européenne pour qu'elle exige que l'Inde produise des médicaments génériques, mais uniquement pour l'Inde, et qu'elle ne les exporte plus. Mais si des pays comme le Cambodge, la Thaïlande, les Philippines et d'autres, où sévit le paludisme, la tuberculose et le sida, ne peuvent plus acheter des médicaments génériques qui sont 35 fois moins chers que les autres, ils ne peuvent plus combattre ces maladies. Et j'en parle avec d'autant plus de rancœur que dans un pays comme le Cambodge, où j'ai envie de dire l'Église catholique ne sévit pas, la lutte contre le sida est victorieuse. Elle ne l'est pas aux Philippines, qui, comme vous le savez, est à 95% un pays catholique. Parce qu'aux Philippines, vous avez des commandos de bonnes sœurs qui viennent dans les pharmacies avec des ciseaux couper les préservatifs. Alors voilà, l'accès aux médicaments essentiels, c'est un gros problème posé par les droits de propriété intellectuelle. Conséquence ultime de cet accord, eh bien, ça donne une position prédominante aux multinationales occidentales. Et le PNUD, qui est une autre organisation des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le développement, dans son rapport sur le développement humain, dit que le renforcement des droits de propriété intellectuelle barre l'accès des pays en développement à l'économie des savoirs. J'ajouterai, pour ceux qui s'intéressent beaucoup à la biodiversité, que d'une part, les droits de propriété intellectuelle autorisent la biopiraterie, que légalisent le fait que des chercheurs de firmes privées vont en Amérique du Sud, qui est le plus grand réservoir de la biodiversité, prélever des variétés et mettre des brevets dessus. C'est-à-dire qu'on privatise ce qui est le patrimoine commun de l'humanité. Et en plus, cet accord sur les droits de propriété intellectuelle viole la Convention de Rio sur la biodiversité, comme je l'ai indiqué là. La Convention de Rio protège les ressources naturelles des États. L'accord sur les droits de propriété intellectuelle ne connaît plus de frontières. Il ne protège pas les savoirs traditionnels, il ne prévoit pas un partage des bénéfices quand on exploite les ressources naturelles biologiques, et il n'a pas besoin d'avoir d'informations. Les multinationales agissent le plus souvent dans le plus grand secret. Voilà, ça c'était, après l'accès au marché, les droits de propriété intellectuelle. Il y a encore, excusez-moi, j'espère que ça va, malgré que les nouvelles ne sont pas très bonnes, mais j'ai encore un gros morceau. Et c'est tellement gros que je vais d'ailleurs, j'espère que ça va marcher, passer à un autre diaporama, parce que je vais vous parler maintenant de la GCS, l'accord général sur le commerce des services. C'est un accord qui contient d'abord des principes généraux que je vais vous montrer tout de suite, et puis qui a déjà fait l'objet d'accords annexes. Ça veut dire d'engagement sur le mouvement des personnes physiques, le transport aérien, les services financiers, les transports maritimes avec des S si vous voulez bien corriger, et puis les télécommunications. Donc je vais essayer, c'est rien qu'une soirée. Ouais, bon bah. Mais j'ai besoin d'expliquer des choses. Parce que, comme la GCS, c'est pas nouveau, on nous raconte beaucoup d'histoires. Alors, d'abord on nous dit, l'accord s'applique aux mesures des membres. Quand j'ai envie de détendre un peu l'atmosphère, et je pense que c'est nécessaire, dans ma candeur naïve, quand j'ai lu ça pour la première fois, je me disais, les mesures des membres, c'est peut-être la longueur de mon bras. Non, non, non. Les mesures des membres, c'est toutes les mesures qui sont prises, c'est-à-dire les lois, les règlements, etc.,
par les gouvernements centraux, régionaux et locaux, vous allez voir, et vous le verrez dans le GMT, dans le grand marché, l'insistance qu'ils mettent à dire que ça s'applique au niveau central, régional et local. Quand on dit que les municipalités ne concernent que les municipalités, aujourd'hui ce n'est plus vrai. Et en plus, les organismes non gouvernementaux, les associations, les ONG, lorsqu'ils font des délégations de services publics, ou bien lorsqu'ils reçoivent des financements, des subventions publiques. Bon, donc, pour appliquer la GCS, chaque membre, chaque État devra prendre toutes les mesures pour que ça s'applique à tout le monde. Hein? C'est clair. Alors, voilà ce qui est le plus important. C'est quoi la définition des services? C'est les services de tous les secteurs. Comme ça, on n'a oublié personne. À l'exception. Et là, j'insiste, faites attention. Parce que moi, on me l'a fait. Des ministres et des députés m'ont dit, mais à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental, vous voyez, vous faites peur aux gens, les services publics sont protégés. Et j'ai dit, parce que la dernière fois c'était une ministre, je dis, madame, il y a un point C dans la définition de l'article 1, paragraphe 3 de la GCS, qui dit, qu'est-ce que c'est des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental? Ce sont des services qui ne sont fournis ni sur une base commerciale, ni en concurrence. Ça veut dire qu'ils sont gratuits et en monopole. Vous en connaissez beaucoup? Vous en connaissez beaucoup? À part les services régaliens de l'État. Et encore, quand on me dit la justice, nous avons des prisons privées. Nous avons maintenant des sociétés de gardiennage privées. Et je lisais dans Le Monde il y a un jour ou deux que Valls va faire appel à davantage encore au secteur privé. Dans la santé, à côté des hôpitaux publics, nous avons les cliniques privées. Dans l'enseignement, à côté de l'enseignement public, nous avons les écoles privées. Qu'on ne vienne pas nous dire que la GCS ne va pas s'appliquer à tout ça. C'est prévu. C'est prévu. Je crois que, en fait, cette définition, elle n'est plus bonne que pour Cuba. À Cuba, je ne crois pas qu'il y a déjà un enseignement privé et des hôpitaux privés. Je ne magnifie pas le régime de Cuba, je constate, parce qu'en Chine, c'est déjà fini. Il y a déjà même des universités privées américaines qui attendent avec impatience de pouvoir appliquer le principe du traitement national. Alors, ça c'est la définition. Pour être sûr de ne rien oublier, ils ont fait une nomenclature qui se divise en 12 secteurs et en 120 sous-secteurs. Donc il y en a à peu près 10 pour chaque. Et vous verrez le piquant, je ne sais pas si au fond on voit, le 12e secteur, c'est divers. C'est pour tout ce qui est département. C'est divers. C'est pour être sûr de n'avoir oublié personne. Ces gens-là ne manquent pas d'humour. Hein. Ouais, voilà. Alors, le problème difficile, il est là. Il y a 4 modes de fourniture d'un service. Et j'ai déjà entendu Madame Brick, pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'elle n'est pas vraiment très célèbre, c'est notre ministre du Commerce extérieur. C'est elle qui négocie pour nous, qui a donné le feu vert au nom de la France, pour l'ouverture des négociations sur le grand marché transatlantique. Et elle avait dit, on a un peu peur pour le mode 4. Le mode 4, c'est le point D. En fait, mode 1, 2, 3, ce sont la manière dont un service peut être fourni. C'est d'un pays dans un autre pays. C'est Carrefour qui s'installe en Belgique. C'est d'un pays à destination des consommateurs d'un autre. C'est Carrefour qui vend des produits sans s'installer, allez, je vais dire en Hongrie, mais qui envoie des produits en Hongrie. Ça, c'est le mode 2. C'est le mode 3. Un fournisseur de services, aéroport de Paris, qui s'installe
et qui exploitent l'aéroport de Jakarta, c'est un exemple réel, hein. C'est le mode 3. Et le mode 4, c'est un fournisseur de services qui envoie du personnel dans un autre pays. J'ai envie de dire, c'est le plombier polonais, ça. C'est ça qui revient. Voilà, ça sont les 4 modes. Et sur ces 4 modes, chaque État doit dire, je l'applique à à 1 des 12, à 2 des 12, à 3 des 12, à 4 des 12, au 12e, et avec quelle intensité. C'est pour ça qu'on parle d'engagement. Le caractère diabolique des accords de l'OMC, c'est ça. Conformément aux objectifs de l'accord, les membres engagent des séries de négociations successives. On ne sait rien, tout ça, ça se passe à Genève, au siège de l'OMC, et ils négocient. Évidemment, les parlementaires ne sont pas consultés, les peuples encore moins. Ça a commencé 5 ans après 95, c'est-à-dire en 2000, et ça continue. Et chaque fois, on essaye, c'est ce qu'on appelle l'effet de cliquet, vous avancez et vous ne pouvez pas reculer. Et on avance, un petit secteur par-ci, un petit secteur par-là, et finalement, tout ce qui nous vient, et qu'on déplore souvent, de l'Union européenne, de Bruxelles, ça a été décidé là. Vous vous rappelez, il n'y a pas tellement longtemps, quand la Commission a fait des recommandations au gouvernement français pour lutter contre la dette, et il y avait parmi ces recommandations la libéralisation du transport ferroviaire pour les personnes. Je ne sais pas très bien en quoi ça va réduire la dette, mais enfin bon, qu'un transporteur privé puisse utiliser Réseau Ferré de France par rapport à la SNCF, je ne sais pas en quoi ça va réduire la dette. C'est vraiment l'exemple de l'idéologie en vigueur. Mais, vous vous rappelez, je ne sais plus quel numéro c'était, transport, le 10. Mais ça vient de là. Hein. Ça vient de là. Ça vient de ce que tout est déjà bouclé là-dedans. Et eux, quand je dis eux, c'est plus les fonctionnaires à Bercy que Moscovici, encore que lui, il était déjà aux responsabilités sous le gouvernement Jospin, il doit savoir. Madame Brick, je ne sais pas. Et c'est plus les fonctionnaires de la Commission européenne que les commissaires. Ils savent, eux. Et ils appliquent. Et ils appliquent puisqu'ils sont tous pétris de la même idéologie. Alors, l'objectif des négociations successives, ça va être... Et vous voyez le vocabulaire qui revient, les effets défavorables de certaines mesures sur le commerce des services. Mais des restrictions. Je ne crois pas que ça existe en France, mais en Belgique, il y a ce qu'on appelle la loi de cadenas sur les implantations d'officines pharmaceutiques. Parce que le législateur belge, en son temps, a considéré que avoir 3 officines pharmaceutiques dans la même rue, et puis ne plus en avoir du tout dans tout le reste du quartier, ça n'allait pas. Ça existe aussi? Bon, ben tant mieux. Ben tant mieux. C'est un obstacle non nécessaire à la concurrence. Ça, c'est typiquement un exemple de restriction insupportable qu'il faut éliminer. Et alors, c'est ce que je vous expliquais, ça c'est la progressivité de la négociation avec les effets de cliquet. On passera de négociations entre 2 pays à des négociations entre plusieurs pays et puis des négociations entre tous les pays pour accroître le niveau général des engagements spécifiques. Les engagements spécifiques, c'est... En fait, l'objectif, c'est d'arriver à un moment T quelconque, que les 123 pays se soient engagés de la même manière, avec la même intensité, à libéraliser les activités dans le même nombre d'activités de service. Et ça, c'est accroître le niveau général des engagements spécifiques. Vous le retrouverez dans un article du Grand Marché transatlantique. Alors, oui, je passe, c'est l'obligation pour chaque État de mettre en place les dispositions
soit d'arbitrage, soit des procédures judiciaires pour faire respecter l'accord. Là, on a de nouveau la définition du traitement de la nation la plus favorisée. Chaque membre accordera immédiatement et sans condition aux services et fournisseurs de services de tout autre membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et aux fournisseurs similaires de tout autre pays. Puis il y a le même truc sur la transparence que je vous ai déjà expliqué. Il faut publier toutes les mesures et en même temps celles qu'on a l'intention d'appliquer. C'est encore précisé ici avec des détails sur au moins le faire chaque année, etc. Le traitement national, je vous en ai parlé, il s'applique donc dans les services comme dans le reste. Et il y a aussi pour les services les mêmes prescriptions dont je vous ai déjà parlé pour l'accès au marché, c'est-à-dire que les normes techniques et les prescriptions en matière de licence ne doivent pas constituer des obstacles non nécessaires au commerce des services. Il y a une définition aussi des disciplines, des listes de prescriptions qui ne peuvent pas être plus rigoureuses qu'il est nécessaire. Il y a des dispositions sur les subventions. Je ne vais pas aller plus loin sur la GCS parce qu'en fait, on reproduit pour la GCS les règles générales de l'OMC. Un mot sur les négociations en cours. C'était en 2003, quand le camarade Pascal Lamy, membre du bureau du PS, était commissaire européen au commerce extérieur. C'est lui qui a proposé au Conseil des ministres européens un mandat de négociation à l'OMC. Et donc, depuis lors, et en vertu des traités, article 207 aujourd'hui, avant c'était le 133, c'est la Commission européenne qui négocie, assistée d'un comité, et vous allez retrouver cette technique pour le grand marché transatlantique, ce qui veut dire que contrairement à ce que nos gouvernements disent régulièrement, ils savent. Et il y a même plus que ça. Le comité spécial, qui est le comité 207, les 28 gouvernements sont dedans. Mais il y a aussi 28 autres personnes qui savent. Ce sont les ambassadeurs des pays auprès de l'Union européenne. Vous savez que chaque pays a un ambassadeur à Bruxelles, qu'on appelle un représentant permanent, et ils se réunissent dans un comité des représentants permanents, le COREPER, qui est vraiment l'organe qui prépare les réunions du Conseil des ministres. Donc ils savent. Et à Bercy, il y a des fonctionnaires en charge du suivi de la négociation qui savent. Donc ils savent. Mais il n'y a encore aucun parlementaire français qui a reçu le texte du projet de grand marché transatlantique, en français de préférence. Le texte est secret et en anglais exclusivement. Mais bon, il y a de temps en temps des fonctionnaires courageux qui fuitent, et puis il nous a fallu traduire. Mais ça, je vous en parlerai le 11 décembre. Il y a eu Je vais revenir tout de suite sur le fonctionnement de l'OMC, puisque le chapitre AGCS est terminé. Et donc, alors, ça marche ce qu'il m'a dit, monsieur? Sur l'icône, oui, voilà. C'est beau, hein? Choups. Ah, je suis fier. Ah. Bon. Allez, je dois encore vous parler de quelque chose. Je vous en ai déjà dit quelques mots. J'ai déjà utilisé les lettres ORD, organe de règlement des différends. C'est la juridiction de l'OMC. C'est ce qui donne sa force. C'est le pouvoir du gendarme, ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc comment ça se passe? Alors, c'est État contre État. Je vous le dis tout de suite, la grande différence avec le grand marché transatlantique, ce sera firme privée contre État. Mais à l'OMC, c'est État contre État. Donc,
Quand les producteurs d'amandes canadiens n'étaient pas contents parce que la France fermait ses frontières à l'amiante du Canada, c'est le gouvernement canadien qui s'est fait l'avocat des firmes privées productrices d'amiante. Et donc c'est un État qui se fait l'avocat et qui va devant l'organe des règlements des différends. La première étape, c'est une tentative de conciliation, de médiation qui ne peut pas dépasser 60 jours. S'il n'y a pas d'accord, alors le conflit, le litige, est examiné par un groupe spécial qu'on appelle un panel. Si vous êtes proche de la firme qui est derrière la plainte, que rapidement vous vous faites faire une carte de visite avec votre nom et en dessous expert, vous pouvez être dans le panel. Ce n'est pas des magistrats, ce n'est pas des professionnels du droit commercial international, ce sont des experts désignés par les parties, qui sont indépendants, qui siègent à titre personnel. Ça ne vous rappelle rien? Tapis, l'arbitrage tapis, c'est ça. C'est trois types qu'on va chercher parce que c'est des bons potes et qui vont devenir, à qui on va donner des pouvoirs de juge. Ben c'est ça, en première instance, le panel à l'OMC. Et donc, ils ont 6 mois pour trancher. À l'OMC, ils peuvent faire appel. Et l'instance d'appel, elle, est composée de magistrats. D'ailleurs, on le voit, la qualité des décisions, du texte, est infiniment supérieure quand c'est l'appel que quand c'est la première instance. La force de la décision, c'est que l'État qui a perdu, il doit ou bien se mettre en conformité avec les règles de l'OMC, donc changer sa constitution, sa loi, son règlement. Je vous donne un exemple concret. Il y avait des firmes aux États-Unis qui voulaient investir au Mexique et qui voulaient investir dans un endroit bien particulier du Mexique. Donc le gouvernement des États-Unis d'Amérique a déposé plainte devant l'ORD contre le Mexique. Parce que là où voulait investir la firme américaine en question, c'était un territoire protégé par la Constitution du Mexique. Territoire réservé au peuple premier, à ceux qui étaient là avant que les Européens arrivent. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Mexique a perdu et il a dû donc se mettre en conformité avec les règles de l'OMC. Il a supprimé la mention dans sa Constitution. Vous voyez la force de l'OMC? S'il ne le fait pas, il y a 2 possibilités. Il se met d'accord avec le plaignant pour lui payer une amende. S'il ne le fait pas, et c'est ça la force de l'ORD, l'État qui gagne peut obtenir de l'OMC de pratiquer des mesures de rétorsion. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire, par exemple, de boycotter tous les produits qui viennent du pays qui a perdu. Ou d'imposer 100% de taxes. Il y a un pouvoir de rétorsion. C'est ça qu'on a fait sur le Roquefort. Et c'était en rétorsion, et alors que ce n'était même pas encore tranché à l'histoire du bœuf aux hormones. Mais vous voyez, c'est l'organisation de la loi du talion. Ils appellent ça une grande avancée du droit international. Oui. Voilà. Alors, encore quelques réflexions sur cet organe de règlement. Je vous le disais, seul un État peut introduire une plainte, ce qui veut dire que certains États ne vont jamais oser se plaindre, parce que ils ont envie de se plaindre contre leur ancienne puissance coloniale, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, ou bien parce que ils font face à des pays trop puissants, comme par exemple le cartel de l'OPEP, des pays exportateurs de pétrole qui sont en violation totale
des accords de l'OMC. Je vous le disais, les États sont obligés de devenir les avocats des firmes privées, comme le Canada avec l'amiante. Et en fait, cet ORD, ce mécanisme, il est réservé aux pays riches, aux pays industrialisés, parce que, d'abord, les pays en développement n'osent pas, ou bien parce que ils ne sont pas en capacité. Enfin, imaginez-vous un instant le Sénégal introduire des mesures de rétorsion contre l'Union européenne au motif que l'Union européenne protège absolument les quelques rares producteurs de coton qu'on a dans les Bouches-du-Rhône et en Italie, et que donc on ne permet pas au coton d'Afrique de l'Ouest d'entrer librement sur le marché européen. C'est exclu. C'est exclu. Il n'y a pas un pays en développement qui va, sauf peut-être parce qu'il l'a fait, mais c'était un rapport de force différent, le Venezuela de Chavez. Mais pour les autres, et je pense en particulier à beaucoup de pays d'Afrique, c'est exclu. En plus, pour introduire une plainte, il faut des moyens. Il faut des moyens. Ceux qui veulent généraliser ce système, le plus aujourd'hui, aux États-Unis, et l'appliquer dans le grand marché transatlantique, ce sont les cabinets d'avocats. Parce que eux font des bénéfices plantureux dans ces affaires-là. Et on le sait, quand on fait l'inventaire depuis 1995 de l'utilisation de l'ORD, 99% des cas, c'est entre pays industrialisés. Je vous l'ai dit, le panel est composé de gens dont on peut questionner l'indépendance et qui ont malgré tout beaucoup de pouvoir, puisqu'ils ont le pouvoir de sanctionner un État dans des conditions d'opacité totale. Vous le savez, un des grands principes d'une justice équitable, c'est qu'elle soit rendue en public. Que les débats aient lieu en public et que le jugement soit prononcé en public. Rien de tout cela à l'ORD. Et donc, dans le plus grand secret, un groupe d'experts dont l'indépendance peut légitimement être questionnée, peut sanctionner, remettre en cause la souveraineté d'un État. Voilà. Donc, accès au marché, droit de propriété intellectuelle, organes de règlement des différends et accords sur les services, ce sont les grands secteurs de l'Organisation mondiale du commerce. Un petit mot pour dire comment elle fonctionne. L'Organisation mondiale du commerce a son organe suprême de décision qui est la conférence ministérielle. Il y a aujourd'hui 159 États membres, donc 159 ministres qui se réunissent tous les 2 ans, plus le commissaire européen Karel de Gucht. C'est l'organe de décision et la prochaine conférence ministérielle, elle vient là très vite, celle du 3 au 6 décembre à Bali. Organe au quotidien, c'est le Conseil général, ce sont les ambassadeurs des 153 pays, plus l'ambassadeur de l'Union européenne. Et puis il y a un organe d'examen des politiques commerciales, parce que chacun des 153 pays est passé à la loupe par les services de l'OMC, pour justement identifier les obstacles non nécessaires à la concurrence. Il y a un conseil pour l'accès au marché des marchandises, un conseil pour la GCS et un conseil pour les droits de propriété intellectuelle. Il y a des comités et des groupes de travail, c'est une grosse machine. Le siège est à Genève. Il y a un directeur général qui est élu pour 4 ans, renouvelable une fois. L'actuel s'appelle Roberto Azevedo, c'est un Brésilien, il vient d'être nommé, il a pris ses fonctions le 1er septembre. Avant lui, et pendant 8 ans, a sévi le camarade socialiste Pascal Lamy. Alors, il y a quelque chose sur lequel je tiens absolument à insister. Parce que vous trouvez, et c'est pas seulement DSK qui fut le premier grand défenseur de l'OMC devant l'Éternel, et j'ai failli dire devant ses amis. C'est pas seulement DSK qui le premier a dit que la fonction de l'OMC c'était de réguler le commerce international, c'est la fable que vous lirez dans Le Monde, dans Le Figaro, dans Libération,
sur TF1, sur France 2 et dans d'autres canards du genre, pas dans le Monde Diplo, pas à Politis, pas sur Mediapart, heureusement, pas dans l'Humain non plus, c'est que ce serait donc l'organisation chargée de réguler le commerce mondial. C'est faux. Il n'y a pas une disposition dans les 22 500 pages qui concernent les firmes privées, les sociétés transnationales, les paradis fiscaux, les zones franches. Et un prédécesseur de M. Lamy, celui qui l'a précédé immédiatement, le Thaïlandais Supachai Panichapakki, disait dans une interview télévisée, et j'ai le film, nous ne nous occupons pas du secteur privé. Comment alors affirmer qu'on régule le commerce mondial si on ne s'occupe pas du secteur privé? En fait, et je me répète en le disant, le but de l'OMC, c'est d'éliminer les obstacles à la libre concurrence, obstacles qui sont constitués par ce qu'on appelle d'une part les barrières tarifaires et d'autre part les barrières non tarifaires. Nous arrivons tout doucement, rassurez-vous, à la fin. Il s'est trouvé, dès 1995, des pays industrialisés ou des pays valets des pays industrialisés. Je pense par exemple à Taïwan. Parce que c'est amusant. Hein. Dans cette histoire du commerce mondial, à l'OMC, la Chine, qui en fait partie, ne manifeste pas ses prétentions souveraines sur Hong Kong et Taïwan. Ce qui fait que Hong Kong, qui depuis 1997 a été rétrocédé à la Chine, est un État indépendant à l'OMC. Taïwan aussi, Formose si vous préférez. Et donc ce sont ces pays-là que j'appelle des pays satellites, vu le rôle qu'ils ont joué et qu'ils jouent encore, Singapour aussi. Dès 1996, ils demandent à la conférence ministérielle de Singapour de nouvelles négociations pour aller plus loin. Alors qu'on a déjà le paquet que je viens de vous montrer et qu'il n'est pas complètement mis en œuvre, puisque c'est des négociations successives. Ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher 2 ans plus tard à Genève, et comme certains d'entre vous s'en souviennent, ça ne va pas marcher non plus en 1999 à Seattle. Puisque finalement, grâce aux manifestations des altermondialistes, la conférence ministérielle de Seattle, elle a arrêté ses travaux et ça n'a débouché sur rien. Il faudra attendre 2001, à Doha, au Qatar, dans des conditions où il était impossible de manifester. Je peux en parler, j'y étais. Il y avait des barbelés partout, il y avait des chars partout, et de toute façon, là où on avait la conférence, autour, c'était le désert. Et là, ils ont obtenu. Ils ont obtenu qu'on lance un nouveau cycle de négociations pour aller plus loin. Ils l'ont obtenu parce que les pays en développement ont espéré, permettez-moi de le dire, moi j'étais conseiller de pays en développement à ce moment-là, et je le dis sans sarcasme, ils espéraient avec naïveté corriger tout ce qu'il y avait de biaisé dans les accords existants, les accords de Marrakech. Tandis que les pays occidentaux, eux, ils souhaitaient qu'on aille plus loin. Alors j'ai repris ici de nouveau accès au marché pour leurs produits agricoles, ça c'est clair, pour les produits manufacturés, c'est-à-dire les produits industriels, et c'est NAMA, ça veut dire Non-Agricultural Market Access. C'est l'accès au marché pour les produits non agricoles. Parce qu'on n'osait pas dire les produits industriels. Parce que qu'est-ce qu'ils demandaient? C'est que tous les pays africains, notamment, s'ouvrent aux produits industriels occidentaux. On avait fait faire les études, et ça voulait dire que le peu d'industrie qu'il y avait dans les pays africains concernés allait disparaître du jour au lendemain. En fait, c'est la nouvelle forme de colonialisme. Ils espéraient obtenir aussi, c'est le programme de Doha. Le programme de Doha, c'est une brochure de 25 pages. Une plus grande liberté et une plus grande protection pour les investisseurs et les investissements, de nouveaux droits de propriété intellectuelle et un plus grand accès au marché. Ça a échoué. Ça a échoué, c'est très important de le savoir parce que ça explique le grand marché transatlantique. Ça a échoué parce que à l'OMC,
tout n'est pas mauvais, il faut l'unanimité pour décider. Et il n'y a d'accord sur rien tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout. Donc il y a des négociations tout le temps, comme je vous l'ai expliqué. Et il y a d'ailleurs eu, à un moment, un accord partiel sur la GCS, mais il ne peut pas entrer en application parce qu'il faut l'accord sur tout. Donc ça, c'est un moyen de blocage dont les pays du Sud se sont bien servis. Les pays occidentaux, M. Pascal l'a mis en tête, disaient « mais c'est un cycle pour le développement ». Et puis il est apparu clairement que les négociations portaient sur l'ouverture totale des marchés des pays du Sud. Donc à Cancun, à la conférence ministérielle suivante, en 2003, bien, 90 pays ont dit « nous, on ne marche pas. On ne bouge plus. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais comme il faut l'unanimité, ben, vous ne l'aurez pas. » Et depuis lors, il y a encore eu plusieurs, puisqu'il y en a une tous les 2 ans, conférence ministérielle, ça a été la même chose. Avec en plus des porte-paroles qui prenaient du poids. Les BRICS, le Brésil, la Russie, entrée à l'OMC entre-temps, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. C'est South Africa. Voilà. Ça a raté. Et Pascal Lamy, qui a quitté son poste le 31 août, est parti sur un grand échec. Réaction des États-Unis, qui constate, mais comme beaucoup l'ont fait depuis déjà quelques années, que ça rate. Eh bien, les États-Unis réagissent en 3 temps. D'abord avec les pays, avec 11 pays du Pacifique, donc les pays d'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, Singapour, le Vietnam, et puis des pays riverains, des pays américains riverains du Pacifique, ils lancent une négociation transpacifique pour créer un grand marché transpacifique. Avec l'Union européenne et 20 autres pays, pour contourner le blocage sur la GCS, ils lancent une négociation hors OMC, donc où l'unanimité n'est plus requise, pour aller plus loin dans l'application de la GCS. Et de cette négociation, nous ne savons pratiquement rien. Nous savons qu'elle a lieu, nous connaissons la liste des pays, j'ai dans ma serviette un document, et c'est la seule chose, 2 pages sur cette négociation, c'est dans le plus grand secret, mais on suppose qu'on sait qu'ils veulent aller sur les 4 modes de fourniture de services, beaucoup plus loin que les engagements qui ont été pris jusqu'à présent. Et puis, le 13 février de cette année-ci, 2 personnes dont on sait à quel point elles ont une légitimité démocratique, M. Van Rompuy, président du Conseil européen, et M. Barroso, président de la Commission européenne, ont signé avec M. Obama l'engagement d'entamer la procédure en vue de négocier le partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement, c'est-à-dire le grand marché transatlantique. D'où vient cette idée? Et c'est par là que je vais terminer. Cette idée vient d'un choix capital qui a été fait par nos gouvernements après la chute du mur de Berlin, après la fin de la guerre froide, après la fin de la division du monde en 2 blocs. Alors qu'on allait vers un monde multipolaire, alors qu'on aurait pu, ce qui était l'espoir de beaucoup, commencer à construire une Europe européenne sur ses propres valeurs, pour ses propres intérêts. Non, nous avons décidé de faire un choix stratégique important et nous avons signé une déclaration commune avec les États-Unis, la déclaration transatlantique. 5 ans plus tard, alors tenez-vous bien, c'est quand même gros, j'ai raconté ça en long dans mon bouquin sur Europe, la trahison des élites. Le gouvernement des États-Unis, et avec le feu vert des gouvernements européens, la Commission européenne, ont proposé aux hommes d'affaires, aux 500 hommes d'affaires les plus importants des 2 côtés de l'Atlantique, de créer un lobby.
d'habitude, les lobbies se créent d'eux-mêmes. Et là, non. Non, on les a incités. C'était pour l'Union européenne le commissaire Léon Britton, le prédécesseur de Pascal Lamy, un Britannique, un Thatcherien. Et donc ils ont proposé, et ça on a donc créé le TABD, le Transatlantic Business Dialogue, qui se réunit 2 fois par an, une fois à Washington, une fois à Bruxelles, qui publie des recommandations. Et tenez-vous bien, M. Pascal Lamy a fait nommer 2 fonctionnaires qui sont chargés tous les 6 mois de vérifier dans quelle mesure les recommandations du TABD sont appliquées. Autre étape, ça c'est beaucoup plus proche de nous, enfin, 98 on crée des sommets USA-Europe et on crée une institution, un organe de concertation entre les pouvoirs publics des 2 rives de l'Atlantique et les entreprises privées. Et puis, plus proche de nous, là on crée une institution, un Conseil économique transatlantique. Qui dit institution, normalement, devait passer par le Parlement. Rien. Rien, sans que les parlements nationaux soient consultés. On crée un Conseil économique transatlantique où se retrouvent plus de 70 firmes, dont vous en avez quelques-unes là, européennes, américaines, de conseillers. Et vous imaginez dans quel sens? Le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Et puis, étape finale, en 2011, Union européenne et États-Unis créent un groupe d'experts. Un groupe d'experts pour aller plus loin dans la coopération transatlantique. On a eu beaucoup de difficultés à connaître la composition de ce groupe d'experts, mais vous savez qu'il y a maintenant... Enfin, aux États-Unis, il y a une loi qui existe depuis longtemps, qui s'appelle le Freedom Information Act, qui permet à tout citoyen américain de questionner l'administration et d'obtenir, ça dure parfois 6 mois, des informations importantes. Il y a plus ou moins maintenant la même disposition du côté européen, encore que ce soit plus restrictif. Mais enfin bon, après des mois et des mois et des mois d'attente et d'efforts et d'insistance, on a pu connaître la liste des experts. Ils sont tous avec un titre universitaire et un poste dans un conseil d'administration d'une de ces boîtes-là. Et le 11 février de cette année, eh bien, dans un document très court, 6 pages, il recommande le lancement de négociations. Voilà. Quel est l'objectif? Eh bien, l'objectif, il a été défini déjà il y a un bout de temps. Et si le grand marché transatlantique, dont je vous expliquerai le contenu, le 11 décembre est réalisé, l'objectif défini par un grand ami des peuples, David Rockefeller, deviendra la réalité. Quelque chose doit remplacer les gouvernements, disait-il en février 99 à l'hebdomadaire Newsweek, et le pouvoir privé me semble l'entité adéquate pour le faire. C'est ça, le passage à l'acte que représentera, s'il est adopté, le grand marché transatlantique. Je vous remercie de votre attention.